La politique française maintenant avec une première réaction de François Fillon ce matin après les révélations du Canard enchaîné selon lesquelles son épouse Pénélope Fillon a été rémunérée pendant 8 ans comme attachée parlementaire de son mari ou de son suppléant à hauteur d'environ 500 000 euros bruts au total ainsi que par la revue des Deux Mondes. Réaction donc de François Fillon en marge d'un déplacement à Bordeaux. Je vois que la séquence des boules puantes est ouverte. Je ne ferai pas de commentaires parce qu'il n'y a rien à commenter. Mais je voudrais simplement dire que je suis scandalisé par le mépris et par la misogynie de cet article. Alors parce que c'est mon épouse, elle n'aurait pas le droit de travailler ? Imaginez un instant qu'un homme politique dise d'une femme, comme le fait cet article, qu'elle ne sait faire que des confitures, toutes les féministes hurleraient. Voilà ce que j'ai à vous dire. François Fillon, donc ce matin à Bordeaux, l'ancien président de l'Assemblée Bernard Accoyer témoigne ce matin qu'il avait souvent vu Pénélope Fillon participer effectivement à des travaux dans l'hémicycle. Bonjour Stéphane Robert. Oui, bonjour Antoine. L'affaire reste tout de même embarrassante pour le candidat de la droite. Oui, c'est embarrassant, pas parce que François Fillon a pendant 8 ans employé ou puis fait employer sa femme à l'Assemblée par son successeur quand il est devenu ministre. Au-delà des questions morales, c'est tout à fait légal. Entre le Sénat et l'Assemblée, un parlementaire sur 6 environ emploie un membre de sa famille. Non, ce qui est embêtant ou embarrassant, pour reprendre votre terme, c'est d'abord que personne, ou presque, ne se souvient de l'activité d'attaché parlementaire de l'épouse de François Fillon, une attachée parlementaire citée par le Canard enchaîné, qui, elle, travaillait entre 2002 et 2007 pour le successeur de François Fillon à l'Assemblée, dit ne pas se souvenir qu'elle avait Pénélope Fillon pour collègue. Et puis, ce qui est embarrassant également, c'est le niveau de rémunération de Pénélope Fillon, et on parle là d'argent public, 3 900 euros bruts par mois en 2001, dit le Canard enchaîné, quand c'est son mari qui l'emploie. On passe à 6 900 euros après 2002, quand c'est le successeur de François Fillon qui prend le relais, puis à 7 900 euros en 2006. Je cite toujours les chiffres du Canard enchaîné. Un attaché parlementaire à l'Assemblée m'expliquait tout à l'heure que personne parmi ses collègues ne touche de sommes aussi importantes. En général, la règle, dit-il, c'est qu'on travaille pour 2 ou 3 députés avec un salaire global de 2 000 à 2 500 euros par mois. Et le problème, évidemment, c'est que ça peut, au regard de l'opinion, écorner la probité et l'intégrité dont se revendique le candidat Fillon. Nous avons trouvé l'une de ses déclarations sur le réseau social Twitter datant du 20 septembre 2012. Il y a une injustice sociale, écrit-il, entre ceux qui travaillent dur pour peu et ceux qui ne travaillent pas et reçoivent de l'argent public. Et puis souvenez-vous, à la fin du mois d'août, de sa déclaration à propos des affaires judiciaires entourant Nicolas Sarkozy. L'expression est restée célèbre. Qui imagine, avait dit Fillon, le général de Gaulle mis en examen. Merci beaucoup Stéphane Robert. Et justement, nous saluons l'invité de l'abécédaire de la campagne, Thierry Solaire. Bonjour. Bonjour. Vous êtes donc le porte-parole de François Fillon. Le moment des boules puantes est arrivé, disait-il tout à l'heure. Est-ce que vous pouvez nous donner des informations sur le fait de savoir si Mme Fillon a effectivement travaillé en rapport avec sa rémunération à l'Assemblée ? Je vais vous dire deux choses. Un, d'abord, François Fillon, il a une carrière déjà politique et ancienne. Et vous voyez dans l'actualité, à gauche, à droite, au Front National depuis des années. Des mises en cause pour des histoires de fausses factures, d'emplois fictifs, de contrats ceci, de contrats cela. Je veux faire remarquer, je pense que personne ne m'en démentira, que maire qu'il a été, président de département, président de région, ministre à un nombre de reprises impressionnantes, et Premier ministre, jamais François Fillon n'a été mis en cause dans quoi que ce soit. Bon, j'aime bien de le rappeler quand même, parce que c'est pas si Alors, fréquent passons maintenant à tous ceux qui donnent des leçons de morale. Deuxièmement, j'ai entendu l'édito que vous venez de donner. C'est légal ou c'est pas légal ? C'est légal. Tout le monde le dit, même René Dosière encore ce matin, qui est toujours, et il a bien raison, d'une exigence très importante sur ce sujet-là. Après, maintenant, la réalité de ce qu'a fait Madame Fillon auprès de son mari, mais il faut comprendre comment ça fonctionne quand on est un élu local. François Fillon, il a démarré sa carrière très jeune dans la Sarthe, à Sablé-sur-Sarthe, et puis il a une carrière très importante. Il est devenu parlementaire très très jeune, également très vite. Devenu ensuite président de région, puis ministre, je viens de le dire à de nombreuses reprises. Et Pénélope Fillon a toujours accompagné la carrière de son mari localement. La meilleure preuve, c'est laquelle ? C'est qu'elle est élue, Madame Fillon, de la Sarthe, aujourd'hui. C'est une élue sartoise. Donc l'idée de dire on ne connaît pas Madame Fillon dans la Sarthe, eh bien, écoutez, tout ça c'était plutôt est comme d'un attaché parisianisme. parlementaire, le problème. Mais vous savez qu'attaché parlementaire, on en a à Paris en circonscription, et on en a à Paris et on en a en circonscription. Et c'est très important, surtout quand on a des grandes responsabilités comme a eu François Fillon, que de garder ce lien très puissant avec sa terre. Et d'ailleurs, vous notez que depuis qu'il est devenu député de Paris, le lancement de sa campagne primaire, elle se passe où ? À Sablé dans la Sarthe. Et que ce lien très fort, c'est notamment avec son épouse qu'il l'a entretenu depuis des années. Moi, je suis frappé de l'évolution de notre société. Je vois des faits
donc qui passe toujours par-dessus l'actualité. Et puis je vois qu'aujourd'hui, parce que c'est la grande culture française, on relance les boules puantes. Et François Fillon a raison de stigmatiser la misogynie. Sous-entendu, Madame Fillon, parce qu'elle est la mère de nombreux enfants, elle ne pourrait pas faire d'autre chose que de travailler. Bon, c'est quasiment ce qui est dit partout à gauche et à droite, et notamment dans l'article du Canard enchaîné. Vous ne craignez pas que ça puisse entamer sa crédibilité dans l'opinion et l'image de probité qu'il revendique? Du tout, je crois que son parcours, et je viens de le rappeler, plaide pour lui-même, et que tous ceux qui vous donnent des leçons de morale feraient mieux de regarder les réalités concrètes en droit. Je vais vous parler aujourd'hui de M. Macron, qui est au Liban, alors que vos confrères des Inrocks viennent de nous informer que c'est l'Élysée qui a mis en œuvre le déplacement de M. Macron, qu'il dort à l'ambassade de France. À 85 jours de l'élection présidentielle, le candidat Macron à l'élection présidentielle est hébergé dans les locaux qui appartiennent aux Français dans une ambassade à Beyrouth à la demande personnelle de l'Élysée. Qu'il fait des dîners de fundraising où le prix de la place de ce dîner était entre 10 et 15 000 euros. Alors que je vous rappelle que la loi de la République fait que les dons à l'occasion des campagnes présidentielles sont plafonnés à 4 600 euros. Donc vous voyez, vous l'avez dit vous-même, c'est légal ce qu'a fait François Fillon. Et tout son parcours politique et personnel a toujours monté la plus grande des intégrités. Moi, je préférerais qu'on arrête en permanence de rentrer dans des polémiques qui n'ont pas lieu d'être et qu'on s'arrête sur le fond. Et quand il y a des sujets judiciaires qui sont lourds, qu'ils soient traités dans le respect de la présomption d'innocence, parce que moi je n'accuse pas M. Macron, je prends ces informations, je lui demande par contre officiellement de s'expliquer, parce qu'à 90 jours d'une élection présidentielle, on n'a pas le droit d'utiliser la présidence de la République pour faire des dîners de fundraising à l'étranger, de dormir dans une ambassade et de vendre des places à un dîner à 15 000 euros parce que la loi l'interdit. En tout cas, vous voyez, on voit que la candidature Macron vous inquiète davantage que le débat de ce soir entre Manuel Valls et Benoît Hamon. Je dis ça. Je vous fais remarquer juste, vous devriez vous-même être intéressé par cela. Mais tout à fait. D'ailleurs, il me paraît choquant que les moyens de l'État, au plus haut niveau à la présidence de la République, soient utilisés pour les campagnes électorales. Mais même on a des choses en plus à rajouter, puisque nous avons Frédéric Seyss qui est autour de la table et qui publie un livre intitulé « Dans l'enfer de Bercy ». C'est publié par Jean-Claude Lattès. Et il y a des informations, Frédéric, sur les frais de bouche d'Emmanuel Macron l'an dernier lorsqu'il était au ministère des Finances. Oui, alors pour être très précis, il faut expliquer en quoi cela consiste. Le ministère de l'économie dispose d'une enveloppe qu'on appelle les frais de représentation et qui s'élève chaque année, selon notre enquête, à 150 000 euros. Ces 150 000 euros comprennent les déjeuners, les dîners, les réceptions organisées au sein du ministère de l'économie. C'est une enveloppe globale pour le ministre et pour ses secrétaires d'État. Et bien sur l'année 2016, Emmanuel Macron a dépensé en 8 mois 80% de cette enveloppe à lui seul. Comment ? Eh bien, en recevant de nombreux invités qui n'avaient pas toujours grand-chose à voir avec les fonctions de ministre de l'économie, des artistes, des sondeurs, des politistes, des responsables associatifs et même des religieux. L'objectif était clair, étoffer son carnet d'adresses, construire ses réseaux dans le confort du ministère avant de le quitter à la rentrée 2016 pour être candidat. Les autres ministres de Bercy n'ont rien vu venir. Dans le livre, Michel Sapin nous confie qu'à l'époque, il ne pensait pas qu'Emmanuel Macron démissionnerait avec perte et fracas. L'administration de Bercy, en revanche, a vu venir cette démission, justement à cause de cette enveloppe de frais qui se consumait anormalement vite. L'une de ses sources nous indique s'il était resté, on ne sait pas comment il aurait fini l'année. Emmanuel Macron a aussi fait travailler certains de ses conseillers de son cabinet à ses discours de dirigeants du mouvement En Marche, autre casquette donc, au risque du mélange des genres, de la confusion entre le ministre, le candidat et le patron de parti politique. Dans l'enfer de Bercy, Frédéric Seyss et Marion Lourd chez Jean-Claude Lattès. Merci beaucoup Frédéric Seyss. On revient à notre abécédaire de campagne et à notre invité à la lettre S comme sincérité. Notre invité c'est Thierry Solère et les questions sont posées par Stéphane Robert. Pour poursuivre sur la primaire, Thierry Solère, est-ce que vous avez organisé la primaire de la droite et du centre ? Est-ce que vous estimez que pour cette primaire à gauche, il y a un problème avec la sincérité du scrutin ? Je crois qu'il y a deux sujets. Il y a un sujet de fond et un sujet de forme. Sur le fond, ce qui n'est pas toujours compris, c'est que c'est normal que la remontée des résultats à l'occasion d'une primaire prenne plus de temps que pour les élections générales. Les élections générales, ça ferme à 20h, maintenant ça sera 19h pour la prochaine présidentielle. Et dans toutes les villes de France, les bureaux de vote sont remontés par nos préfectures qui sont toutes mobilisées. Là, ce sont des partis politiques qui l'organisent. C'est un peu long. Là où ils ont commis une erreur de forme qui crée un soupçon, c'est qu'ils ont, dès dimanche soir, voulu donner un chiffre de participation qui était le chiffre qu'ils estimaient pouvoir atteindre.
Et quand on se réveille, on se couche le dimanche soir avec près de 2 millions de votants à la primaire de la gauche, à l'AFP, et que le lendemain matin, on n'en voit plus que 1 350 000, on se dit où sont partis les 650 000 Et puis deuxièmement, manifestement, ils ont eu une manière de compter, de rajouter, je ne sais pas, moi je ne suis pas spécialiste de ça. En tout cas, votre thème, c'est la sincérité. Je crois que les partis politiques à gauche comme à droite n'ont pas toujours été parfaitement exemplaires dans la manière d'organiser des consultations et qu'il est donc nécessaire de faire ça avec la plus grande des rigueurs et dans la transparence. Nous, je suis ravi de ce point-là. Nous avons réussi à faire cela. Et d'ailleurs, on vous a donné les résultats tels que nous les avions, sans préjuger de l'atterrissage définitif. On n'a pas eu de problème de participation aussi, c'est ça. Alors je pense que c'est ça aussi le problème, c'est qu'ils avaient peur, manifestement, d'afficher une participation provisoire qui aurait été sûrement très très faible. La sincérité sera la marque de mon message politique. C'est ce qu'a dit François Fillon début janvier pour répondre à François Bayrou. C'est quoi être sincère en politique? Et est-ce que c'est possible? Chercher à dire catégorie de Français par catégorie de Français ce que les Français voudraient entendre pour être rassurés, pour ensuite ne jamais rien faire et toujours décevoir. Alors François Fillon, parfois on dit oh là là, il a une vision un peu rude des choses. Voilà, mais vous savez, la dureté, c'est les Français, ils la vivent aujourd'hui. Hein. Quand on a 9 millions de pauvres en France, 6 millions de chômeurs et que l'État est sur votre dos matin, midi et soir quand vous n'avez pas besoin de lui et qu'il n'est pas beaucoup là ou pas assez là quand vous avez besoin de lui, ça c'est une réalité que les Français vivent. Et c'est vrai qu'il a eu des expressions qui ont parfois été perçues comme trop dures. L'État est en faillite. Mais en tout cas, c'était sincère de sa part. Oui. Et aujourd'hui, c'est les priorités qu'il donne. C'est une analyse très lucide qu'il fait de la société française. Et les Français auront à se décider en fonction de l'appréciation qu'ils se font eux-mêmes. Moi, je crois que ceux qui vous promettent tout et son contraire toute la journée, ça n'a que trop duré et que les Français ne leur font plus confiance. Je note d'ailleurs que dans un pays où l'abstention reste forte à de nombreuses élections et que l'extrême droite fait 40% des voix dans 3 grandes régions françaises, qui devrait, à mon avis, être un argument suffisant pour se rendre compte du décalage de la perception des Français avec la sincérité affichée des hommes politiques. Alors justement, je vais vous citer ce que disait Michel Rocard en février 2016 sur France Culture dans l'émission L'Atelier du pouvoir. Il disait sur cette question de la sincérité en politique justement, pour accéder à une fonction politique, il faut apparaître sincère, avenant, sympathique. Or, pour exercer une fonction politique et réussir dans l'exercice de cette fonction, il faut être froid, dissimulateur, calculateur afin de gérer au mieux les situations complexes et les intérêts contradictoires. Au fond, résumait-il, il faut apparaître le contraire de ce que nous devons être. Il faut être populaire pour être élu, et il ne faut pas chercher à être populaire pendant qu'on gouverne. C'est bien sûr une des contradictions et une des difficultés qu'apporte la vie démocratique. Après, on n'a jamais inventé un meilleur système, pour autant que notre vie démocratique, me semble-t-il. Ce qu'il faut, c'est que quand il y a beaucoup de choses à faire, à un moment donné, les Français, je crois, attendent quelqu'un de raisonnable, qui ne propose pas des choses dans tous les sujets, qui a une vision un peu claire des choses et qui ne cherche pas à plaire. Voilà. François Fillon ne cherchera pas à plaire en disant l'inverse de ce qu'il pense pour essayer de plaire à telle ou telle catégorie. Il fait un constat global de la société française. Pour être élu quand même... Est-ce que ça va pour suffire? être élu, vous savez, les Français aujourd'hui, je crois qu'il y a 2 problèmes majeurs dans notre pays. Il y a beaucoup de chômage, et parce qu'il y a beaucoup de chômage, il y a beaucoup de pauvres. Parce que plus vous avez du chômage qui s'enquise dans la société, plus et notamment le chômage de longue durée, plus la pauvreté augmente. Et ils sont près de 9 millions, nos compatriotes, à vivre sous le seuil de pauvreté. Et le deuxième problème, c'est un problème de sécurité au pluriel. Dans un monde qui est complexe, écoutez, les Français auront à juger de savoir qui peut prendre des mesures sans faire de grandes phrases, qui améliore la sécurité des Français et qui va mettre en œuvre en France, en vrai, les mesures qui vont nous permettre d'avoir 6% de nos jeunes au chômage comme les Allemands et pas 25% comme nous aujourd'hui. Et est-ce que la sincérité est un gage d'efficacité? La réponse, c'est en avril et en mai prochain. Thierry Solaire, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation, député Les Républicains des Hauts-de-Seine et donc porte-parole de François Fillon.